Ce troisième sujet s'intéresse à la République démocratique du Congo où la violence continue de frapper durement la province du Nord Kivu. Le bilan des récentes attaques attribuées aux rebelles ADF s'élève désormais à 89 morts selon les autorités locales. Eric, ces massacres ravivent-ils le débat sur la sécurité dans l'est du pays ou sur l'efficacité des opérations militaires en cours? Ce qui est incompréhensible dans cette partie de la RDC, c'est qu'il y a des forces ougandaises qui traquent ces rebelles-là depuis l'Ouganda et les forces congolaises qui les traquent également à l'intérieur de la RDC. Et pourtant, pratiquement chaque semaine, chaque mois, on entend que ces rebelles-là tuent les populations. Donc, en principe, ils sont entre le deux marteau et feux, l'enclume. ils sont entre deux feux, mais continuent par opérer. Et la question que tu as posée, c'est clair qu'il y a une certaine inefficacité de ces armées-là qui opèrent contre ces rebelles. Je crois que ces rebelles-là également, les AFD, si je peux dire, ils ne cherchent qu'à tuer. Je ne sais pas s'ils ont une certaine idée expansionniste pour prendre du territoire, s'installer. Mais là, ce qu'on remarque est tragique. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mais je pense que, personnellement, que l'Union africaine doit forcément agir dans cette zone de la RDC. Constant. Parce que, évidemment, c'est des populations qui sont tuées innocemment, pratiquement tous les jours. Regardez ce bilan. 89 morts. 89 morts. C'est excessif. Il faudrait quand même que l'Union africaine prenne le courage d'envoyer véritablement une armée, une véritable armée. On ne va pas demander à la RDC qui subit les affres de rebelles qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda et un peu partout, d'affronter encore ces rebelles de l'AFD. Il faudrait véritablement une armée pour faire face à ces rebelles-là qui tuent innocemment les populations. Constant, que sait-on précisément des attaques attribuées aux rebelles des ADF? D'abord, les ADF, à mon avis, ne sont pas des rebelles. Ce sont des terroristes. Ah. À mon sens, Ouais, les rebelles devraient être une organisation politique qui cherche à conquérir un pouvoir dans un pays. Et là, une telle organisation ne s'attaque pas aux civils qui n'ont aucune prise de position, qui ne sont armés en rien. Mais les rebelles s'attaquent aux autres armées pour aller progressivement conquérir le pouvoir. Alors, à partir du moment où ces rebelles ne s'attaquent pas aux armées régulières ou d'autres forces rebelles pour se tailler un territoire et s'attaquent plutôt aux civils dans des villages, eh bien, je dis que ce n'est pas une force rebelle, c'est une force terroriste. Et là, ils ont tué 111 personnes civiles dans un pays, dans un village, Ntoyo ou quelque chose comme ça, et 28 ou 18 dans l'autre, 18 dans l'autre village. Mais pendant ce temps, il y avait l'armée régulière à 7 km de ce village qui protégeait, qui surveillait, qui sécurisait une mine. Mais cette tuerie a eu lieu sans que cette armée régulière de la RDC n'intervienne. Alors, comment est-ce que vous expliquez que malgré le fait que ces opérations militaires soient dans un périmètre aussi restreint, que les ADF continuent de prospérer? Les ADF prospèrent parce que, comme Eric le disait tantôt, ce sont des armées inefficaces. Lorsque vous prenez
surtout l'armée de la RDC, elle n'a jamais réussi à faire front contre aucune autre armée. Aujourd'hui, le Rwanda, le petit Rwanda, tient la RDC par les couilles. Rwanda est petit au sens de sa superficie. De sa superficie, de sa population. La population également. C'est que la RDC, il faut voir la taille de l'armée. Véritablement, la RDC n'est pas gouvernée. Elle n'est pas sécurisée. Elle n'a pas une véritable armée qui puisse protéger l'ensemble du territoire comme le recommandent les missions régaliennes des armées dans les pays. Et pourtant, c'est pratiquement le pays le plus riche en ressources minières en Afrique. Ce n'est pas la richesse qui manque, mais c'est l'organisation. L'armée elle-même, ses premiers responsables, les officiers les plus hauts gradés, est-ce qu'ils ont en tête la protection de leur pays? Je doute fort, parce que visiblement, rien n'est fait. Et aujourd'hui, on négocie des accords de cessez-le-feu. Et si ça arrange le Rwanda et les forces rebelles que le Rwanda protège, si ça arrange le Rwanda et le M23, on peut avancer, mais quand ça ne l'arrange pas, ça ne passe pas. C'est pourquoi jusqu'à présent, aucun accord n'est formellement signé, surtout aucun accord de cessez-le-feu véritable n'est signé. Mais au-delà de ces forces qui s'opposent... Quand tu dis que le pays, la RDC, n'est pas bien gouverné, est-ce que aujourd'hui... N'est pas gouverné. Pas bien. N'est pas gouverné. N'est pas gouverné du tout. Oui. N'est pas gouverné. Mais ce n'est pas le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir, il y a un pouvoir à Kinshasa, ça s'arrête là. Mais lorsqu'on va dans les provinces, je pense que chacun s'est taillé une zone. Oui. Vous ne pouvez pas compter le nombre de milices en RDC. Vous ne pouvez pas compter. Chaque province a ses milices, son organisation. C'est que le M23 cherche... Fait sa loi. Hein. Chacun fait sa loi dans son coin. Et comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui? Mais on n'arrive pas à l'expliquer. C'est pour ça que j'en appelle quand même à l'Union africaine toujours. Parce que vous savez, la RDC est devenue un gâteau que le monde entier veut se partager. Et donc, les gens laissent faire, les gens regardent. Mais au lieu d'agir, ils n'agissent pas. Ils laissent ce pays-là se faire dévorer par tout le monde. Il parlait tantôt du Rwanda. En termes de superficie, en termes de population, en termes de taille de l'armée, vis-à-vis de la RDC, mais c'est inconcevable que le Rwanda tienne la RDC comme, je ne sais pas, son petit poussin. Et donc, je pense que personne ne peut expliquer ce qui se passe réellement là-bas, mais il faut qu'on se dise la vérité. Le monde entier est en train de s'acharner contre ce pays-là pour extraire ses minerais et ne pas permettre à ce pays de se développer, de se faire gouverner. Alors, est-ce qu'il faut revoir aussi la stratégie sécuritaire, notamment l'état de siège en vigueur dans la région même? Mais attends, qui fait la sécurité dans cette région? Mais c'est les pays limitrophes. Ces pays-là qui se disent, attention, il ne faut pas que ces rebelles-là arrivent sur notre territoire. Donc, on vient, on met un front là. Une zone tampon. Une zone, mais attention, cette zone-là, c'est pas là que les gens passent encore pour aller en RDC, pour agir. Et on parle de rebelles. Et ces rebelles-là qui sont soutenus par d'autres pays. Et c'est ça qui est tragique. Et donc, chacun y va avec ses intérêts et on estime que, voilà, la RDC... Mais attends, on veut prendre tout ce qu'il y a
comme ressources dans ce pays-là pour aller développer ailleurs. Constant, il parle d'une coopération à l'échelle continentale. Est-ce que tu es de même avis ou une coopération juste régionale pourra résorber le problème de sécurité en République démocratique du Congo, surtout dans l'est de ce pays? Lorsque vous prenez les différents pays qui entourent la RDC, surtout du côté est et nord-est, vous allez vous rendre compte. Le Rwanda. Vous vous rendez compte que apparemment l'armée la plus efficace, c'est l'armée rwandaise, qui défie loyalement les forces armées de la RDC. L'Ouganda a une armée qui lui permet de sécuriser son pays en créant des zones tampons à l'intérieur de la RDC, dans les zones frontalières. Mais tenez-vous bien, ce sont des zones minières. Dès que la zone tampon est créée, eh bien, elle commence l'exploitation. Lorsque vous savez également le poids du Kivu dans les richesses du sous-sol. Que ce soit le nord ou le sud. Aujourd'hui, c'est le Rwanda et le M23 qui contrôlent le Kivu. Et le Rwanda exporte des minerais dont ne regorge pas son sous-sol. Les minerais exploités uniquement en RDC. Comprenez alors que ceux qui achètent ces minerais sont complices de cette guerre et n'ont pas intérêt à ce que la guerre cesse ou que le Rwanda retire son soutien au M23, parce que ça favorise les puissances étrangères qui alimentent leur économie avec l'exploitation des richesses de la RDC. Il n'existe pas une armée africaine, il n'existe pas une armée commune dans la sous-région. Par conséquent, aucune action efficace n'est possible dans cette situation conflictuelle. Alors, ce qui reste à faire, c'est que... Il y a la SADC, il y a la MONUSCO également. C'est exactement comme la CEDEAO. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme la CEDEAO, c'est-à-dire ce sont des organisations qui sont soutenues véritablement par des puissances étrangères dont les pays qui composent ces organisations ont à leur tête des présidents positionnés par les puissances étrangères qui garantissent les intérêts de ces pays occidentaux dans la zone. Alors, avant de mener une action, avant de prendre une décision, on vérifie d'abord si ça répond aux intérêts des puissances occidentales. Ce sont ces puissances en réalité qui sont en conflit de positionnement pour l'exploitation minière. Les minerais exploités par le Rwanda en RDC ne servent pas à développer le Rwanda, ou du moins une infime partie. Quand nous disons que le Rwanda vend ses minerais aux puissances occidentales, c'est à quel prix? Pratiquement, c'est bradé. Ensuite, la RDC même, si le pouvoir central exploite des minerais, ce pouvoir vend ces minerais à qui? À combien? Et à quoi sert l'argent? Et que le pays soit dans cet état de déconfiture avancée. Alors, je dis, ce pays, je pense que, comme l'ont annoncé ou l'ont suggéré certaines puissances occidentales, évolue vers une partition, un éclatement. On risque d'assister à la création de plusieurs États indépendants. Une balkanisation, de la RDC. C'est ce qu'il faut redouter, parce que les dirigeants africains n'ont pas encore montré leur responsabilité à protéger leur pays et l'Afrique. Alors, je vais appuyer ce que Constant vient de dire. Quand tu parles de forces régionales pour régler le problème, non. Parce que tous les pays qui sont autour de la RDC sont complices de ce qui se passe. Et donc, je ne vois pas comment les forces armées de ces pays-là pourront régler le problème, puisque eux tous, ils y vont pour leurs intérêts. Et donc, si on amène une force africaine
je pense qu'il y aura des divergences et certains ne pourront plus faire certaines choses et véritablement on pourra trouver une solution globale à la situation de la RDC. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui a le poids, fait le poids? Est-ce que l'Union africaine a le financement nécessaire pour avoir cette armée, envoyer cette armée en République démocratique du Congo? Mais s'il s'agit là d'une question de volonté politique. L'Union africaine, c'est vrai, manque véritablement de ressources financières. On en parle tout le temps, même le siège Addis Abeba, en Éthiopie, ça a été soutenu avant sa construction, le siège de l'Union africaine. Et donc, il y a même des commissions, lorsqu'elles veulent évoluer, il faut encore des financements de l'extérieur. Et donc, je parle de volonté politique. Et ceux qui parlent d'africanité, de panafricanisme et tout ça, je pense que le vrai souci, ce qu'ils devaient faire en amont, c'est de commencer par se dire il nous faut des ressources pour pouvoir régler nos problèmes. Et donc, comme tu le dis, il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, il faut voir, pour régler les problèmes du terrorisme et du djihadisme au Sahel, on a dû créer une force, une coalition avec des pays occidentaux, le G5, qui n'a pas prospéré d'ailleurs, parce que cette coalition-là manquait fondamentalement de moyens financiers pour pouvoir avancer. Et donc, c'est vrai que ça va être dur, mais il faut que les pays africains prennent sur eux quand même cette problématique de la sécurité en République démocratique du Congo, qui est quand même un pays de l'Union africaine. Ce sera tout pour la RDC aujourd'hui. Nous revenons dans un instant pour la dernière tranche de ce programme du soir.